Maintenant, on va enchaîner sur le programme de l'après-midi. Et donc là, c'est mon plaisir d'introduire Jean-Louis Losfeld, que j'ai invité parce que ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, qu'on se côtoie dans les formations de l'ADEPS. Et voilà, à travers tous les échanges qu'on a eus, à travers les présentations, je sais que le travail qui est réalisé à la CFF est un travail de très grande qualité. Et je pense que si, au niveau de la formation des entraîneurs, on a en tout cas une dynamique extrêmement positive, on le doit en partie à Jean-Louis. Et donc je lui ai demandé de venir parler de tout ce travail qu'il fait et qui, je pense, peut être un exemple de quelque chose qui semble aller dans la bonne direction et qui permet d'améliorer cette formation des entraîneurs, ce qui est fondamental, évidemment. Et par la même occasion, de venir parler aussi d'un autre projet qui a été lancé par l'ADEPS et qui est un projet sur la détection des potentiels sportifs. Et là, ils ont travaillé avec plusieurs fédérations de concertation sur justement cette problématique de l'identification des talents, des potentiels sportifs, de façon justement à former les personnes qui, sur le terrain, vont pouvoir avoir les attitudes, utiliser les bons outils pour justement faire une détection peut-être plus pertinente. Parce que souvent, quand on se basait exclusivement, par exemple, que sur la performance, on passait à côté de beaucoup de choses. Voilà, alors Jean-Louis vient aussi avec son expérience de terrain, puisqu'il a travaillé en centre de formation à Moucron pendant des années. Il a été préparateur physique à Moucron, à Tubize et au Corps-Nouveau à Moucron avec des équipes jeunes et avec les équipes principales. Donc je pense que tu as ce recul à la fois et de gestionnaire de formation, mais aussi d'homme de terrain. Et donc, dans cette perspective, je pense qu'on va avoir une présentation vraiment très intéressante. Merci pour ta présence et on t'écoute. Merci Boris. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très honoré vraiment de pouvoir participer à un colloque, le colloque de Guy Namurois. J'ai eu l'occasion de rencontrer Guy Namurois il y a plusieurs années. C'était à l'occasion d'une conférence qu'on avait organisée à Moucron. C'était au début du Futurosport, où on voulait créer, de réfléchir sur la relation footballeur-athlète. Et je me souviens que Guy m'avait contacté pour voir s'il pouvait participer. Et il avait participé aux essences. C'était vraiment un super moment qu'on a passé, mais c'était il y a quelques années. Alors comme Boris l'a précisé, donc effectivement j'ai une expérience de terrain, mais ici en fait c'est une expérience en tant que responsable des formations de cadres, puisque je suis au niveau de l'ACFF, responsable de tout ce qui est en lien avec les formations de cadres. Donc j'interviendrai, mon propos principalement se concentrera sur plutôt l'ingénierie de formation et comment on a créé une dynamique autour des formations de cadres au sein de l'ACFF. Le sommaire de ma présentation, une petite introduction qui sera un peu... et puis alors après, j'aborderai un peu l'historique des formations en Belgique pour un peu planter le décor de où on vient et où on va. Vous présentez la convention Coach Education qui nous, quand même, le point de départ un peu de cette dynamique. Sans cette fédération qui est l'UFA, je pense qu'on n'aurait pas pu arriver à tout ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Et puis après, rentrer plus spécifiquement dans la formation au sein de la CFF, à partir de l'historique du passé, de voir un peu comment on a pu mettre tout ça en place au sein de l'association des clubs francophones de football. Et puis après, je parlerai effectivement plus précisément d'un projet qu'on a développé en collaboration avec 6 autres fédérations et soutenu par l'ADEPS l'année passée. Et puis je terminerai par une conclusion. Voilà, une petite vidéo pour lancer le... 3, 2, 1. La Coupe du Monde des Belges peut commencer. Possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de droite. Meunier, voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Ils vont le faire. Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Bravo pour la Belgique. Les Diables réalisent ce soir leur rêve de gosse, jouer contre le Brésil en Coupe du Monde. C'est parti. En première saule qui est déviée. Le poteau.
son signe. Le poteau, coup de chance pour la Belgique, vraiment. Ballon en première zone, la prise, c'est goal pour la Belgique. Et c'est Vincent Kompany. C'est Vincent Kompany qui a dévié sur un joueur du Brésil. But pour la Belgique. Juste Meunier à côté de lui, il frappe, et c'est goal! Belgica! Le centre de Chablis, la reprise et le but! Inscrit magnifiquement par Thomas Meunier, l'homme qui nous a tant manqué contre la France. Eden Hazard, deuxième. On est encore un peu déçu, mais je crois que peut-être... Même pour une troisième place, on ne peut vous dire qu'une chose, et diable, c'est merci. Voilà cette petite vidéo d'introduction. Pourquoi cette vidéo? Parce que je ne dois jamais oublier que même en étant en dehors du terrain, c'est pour ça que je travaille en fait. C'est-à-dire essayer de former des entraîneurs qui vont pouvoir accompagner ces joueurs, en sachant que ce travail a été entamé il y a plusieurs années au sein de la fédération. Ça fait 20 ans qu'on a mis en place une vision de formation, ça fait 20 ans qu'on travaille, et le résultat, il est là avec cette troisième place. Okay. Donc ce que moi j'essaye de faire, c'est d'essayer de penser à demain, c'est-à-dire de voir un peu le joueur de demain, quel accompagnement je vais lui offrir et quelle formation je vais lui donner pour essayer qu'il soit le plus performant, qu'il soit au top niveau, mais qu'il soit aussi au niveau amateur. Donc ça, c'est ma raison d'être. C'est vraiment pour ça que je travaille. Alors l'historique des formations, 4 dias pour un peu situer un peu les formations en Belgique. Avant 98, il existait 2 écoles principales. Okay, il y avait d'abord l'école des entraîneurs de l'ADEPS, dont je suis issu. Donc j'ai fait moi la filière ADEPS. Et puis après, il y avait l'école des fédérales des entraîneurs. À l'époque, il n'y avait aucune collaboration. C'est-à-dire que chacun était formé soit à l'ADEPS, soit à l'école des entraîneurs. Il n'y avait pas d'équivalence de diplôme, il n'y avait pas de reconnaissance de l'UEFA, il n'y avait pas de reconnaissance des diplômes au sein de notre fédération. Okay. Un autre moment important, c'est qu'à partir de 99 est apparu l'UEFA. Okay, donc on y reviendra après. L'UEFA, à un moment donné, s'est penché sur la question et dit qu'il faut absolument essayer de former, de former des cadres sportifs au niveau du football. Et puis alors après est arrivée la collaboration avec l'ADEPS sous forme d'une collaboration et d'une convention qui a été signée qui permettait à la fédération belge, à l'ADEPS de déléguer toutes les formations spécifiques à la fédération belge de football. Okay, donc ça c'était en 2001. Et puis alors après nous sommes en 2020. Nous avons toujours la relation avec l'UEFA qui est très très importante. L'UEFA étant l'instance européenne qui définit les règles du jeu, on y reviendra. Nous avons le nouveau logo de la Fédération belge de football qui est toujours aux yeux de l'UEFA, la fédération reconnue par l'UEFA comme étant l'opérateur de formation pour l'organisation des formations de cadres. Et la Fédération belge de football s'est associée avec 2 ailes. L'aile, la Voetbal Vlaanderen, qui est la partie néerlandophone du pays, et s'est associée à la CFF qui, lui, travaille en réel partenariat avec l'ADEPS. Okay. J'ai voulu y associer encore un dernier partenaire en 2020, on y reviendra, c'est la CFF. Voilà, donc en fait, ça c'est le paysage. J'ai voulu rajouter encore une petite dia, c'est haute école. Pourquoi? Parce que de plus en plus, au sein de la CFF, on croit que c'est dans les hautes écoles qu'on doit travailler, avec les hautes écoles. Donc on a l'occasion, et je remercie encore les différentes directions des hautes écoles, de pouvoir travailler sur des formations de cadres, à la fois à Beckman, au Parnasse, on a aussi travaillé à l'UCL. On croit vraiment que la formation, on doit être beaucoup plus proche des universités, parce qu'on a besoin des universités pour pouvoir continuer à progresser. Sans les universités, on n'y est pas. Mais je ne l'ai pas rajouté parce qu'il n'y a pas vraiment de quelque chose d'officiel. Mais par contre, vous allez voir que la communauté des entraîneurs francophones est un opérateur de formation avec lequel on travaille et qui est très important à nos yeux. Ce qui est important aussi de signaler, c'est que derrière tout ça, en fait, il y a surtout des personnes. Okay. Et
Et ça, c'est vraiment très, très important que ce soit à l'ADEPS. Je peux m'appuyer sur vraiment des personnes incroyables, des personnes ressources, que ce soit William Froiville, que ce soit les gens qui travaillent au niveau des coordinations. On a parlé de Boris, avec qui je collabore énormément sur des projets pour essayer de faire avancer nos formations spécifiques, que ce soit Catherine au niveau des aspects pédagogiques, ou toutes les personnes qui gravitent autour de l'ADEPS au niveau de la formation de CAR. On a beaucoup de collaboration. Les personnes, bah, c'est aussi au niveau de la CEF, sans une personne qui est Rudy chez nous, il n'y a pas la CEF. La CEF n'existe pas. Donc ça veut dire que bah, j'ai besoin de cette personne pour pouvoir faire évoluer mes formations. Au niveau de la fédération, on a la chance d'avoir une personne très importante qui est Chris Van der Eyck, qui est le directeur du département Coach Education, qui crée un peu la connexion avec la partie néerlandophone du pays, mais surtout qui fait partie du panel GIRA et qui a des très bons rapports avec le UFA. Donc il est important de pouvoir travailler avec cette personne et que derrière des institutions, il y a surtout des personnes avec qui il faut collaborer. Et je voudrais surtout ne pas oublier aussi mon collaborateur néerlandophone qui est Rick Vandenberg. Donc la partie néerlandophone pour moi est très inspirante parce qu'on a peut-être d'autres sensibilités, mais pour moi c'est très riche de pouvoir partager avec Rick. Et sans toutes ces personnes, ben, je pense qu'on ne peut pas aboutir à un projet. Okay. J'ai montré l'importance très importante de l'UFA. Je propose éventuellement de vous présenter un peu la convention, qui est pour moi le point de départ de tout. Alors peut-être une citation d'Omar Wilkinson, qui est un entraîneur au KC, qui dit que la formation des entraîneurs, c'est un peu comme un cygne. À la surface de l'eau, il glisse avec grâce, mais sous l'eau, il rame comme un fou. Ça résume un peu ce que tous les entraîneurs vivent, en fait. On voit un bel entraîneur et tout ça, mais derrière, qu'est-ce qui rame pour pouvoir essayer d'exercer son métier, exercer sa passion? Et je pense que l'UFA, depuis plus de 20 ans, a essayé de faire évoluer le métier d'entraîneur au sein de la Fédération belge de football. Okay. Une petite vidéo qui vous présente un peu l'UFA et tout ce qui s'est déroulé depuis Voilà, donc ça peut en 2 minutes un peu tracer un peu l'historique de l'UFA. En 91, il y a un groupe qui s'est réuni au niveau de l'UFA pour essayer de créer la première convention UEFA. 6 pays se sont associés, dont la France, la Hollande, etc., pour créer la première convention UEFA. Et puis après, nous, on s'y est associés. 10 ans plus tard, c'est 53 pays qui représentent l'UFA et qui délivrent des diplômes du UEFA. C'est très important. Ça veut dire que le métier d'entraîneur est reconnu par 53 pays membres de l'UFA.
Okay, et puis derrière, on a eu d'autres, des formations, etc. Mais on y reviendra. Okay, donc ben voilà, ben on retrouve un peu notre meilleur joueur. Le but pour former des meilleurs joueurs, c'est de former des meilleurs entraîneurs, c'est de former des meilleurs coachs et éducateurs, donc c'est-à-dire des gens qui vont enseigner le football. C'est travailler sur les systèmes de formation et c'est tout ce que propose la convention. C'est essayer, à travers une convention, de travailler à tous les étages pour qu'au final, eh bien, on retrouve la vidéo qu'on a vue au départ, c'est-à-dire former les meilleurs joueurs pour pouvoir jouer dans le niveau de compétition adapté au profil de chaque enfant ou de chaque joueur. Okay. Alors, simplement, la convention, en quelques mots, c'est promeut l'intégration européenne et la libre circulation des coachs qualifiés. Ben, ça veut dire que si j'obtiens un diplôme membre de l'UEFA, je peux exercer dans tous les pays membres de l'UEFA. Elle vise l'excellence dans la formation des entraîneurs. Vous avez vu peut-être à travers la petite vidéo, bien, on va très loin. À la fois, on va dans les programmes de formation, mais on va aussi dans la méthodologie. On a parlé de Reality-Based Learning. Vous allez voir tout à l'heure, il y a vraiment une volonté de ne pas uniquement donner une convention et dire voilà, il y a un cahier des charges à respecter. On doit vraiment rentrer dans la méthodologie, dans l'exigence de la formation des entraîneurs. Donc il y a vraiment, à travers la convention, des obligations que chaque association doit respecter pour pouvoir obtenir cette reconnaissance. Veille à ce que la qualité de la formation des entraîneurs soit réglementée de manière transparente, objective et non discriminatoire afin de favoriser la reconnaissance mutuelle des qualifications des entraîneurs sur tout le territoire de l'UEFA. C'est reconnaître les qualifications nationales ou les qualifications équivalentes en vertu du droit international ou européen dans les compétitions nationales ou d'autres activités. Alors ça, effectivement, le diplôme UEFA est devenu reconnu à la fois au niveau européen, mais au niveau mondial. Mais de plus en plus, on a des associations privées qui essayent d'obtenir cette accréditation UEFA, parce qu'il y a véritablement un enjeu derrière. Okay, donc effectivement, on doit essayer nous, au niveau de l'UEFA, on doit réfléchir aussi sur mettre un cadre légal pour réglementer toutes les formations qui sont en lien avec la formation d'entraîneurs. Parce que de plus en plus, on observe des formations qui se déroulent à droite et à gauche. Par exemple, si on prend l'Espagne, l'Espagne a 2 dispositifs. Soit les entraîneurs se forment dans les universités, mais il n'y a pas forcément une reconnaissance de l'UEFA pour le diplôme sorti des universités. Ça pose problème parce que quand un entraîneur espagnol veut venir en Belgique, nous ne reconnaissons que les diplômes UEFA parce que on respecte la convention UEFA en matière de formation des cadres. Alors la convention, elle propose des normes d'encadrement à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que, on doit, par niveau de formation, on doit absolument respecter certaines normes. 2, elle fixe des critères minimaux au niveau UEFA B, UEFA, UEFA Pro. Je vous expliquerai un peu le pathway un peu de la formation. Critères minimaux, ça veut dire qu'il y a des minima à respecter. Après, libre aux fédérations de pouvoir y ajouter des choses. Mais voilà, il y a des spécificités. Je sais que par exemple en France, effectivement, ils respectent les cadres minimaux en termes de l'UEFA, mais ils placent encore des niveaux d'exigence entre eux qui est propre, qui est spécifique à leur fédération. 3, améliore le parcours de formation des entraîneurs à travers la convention. 4, forme des entraîneurs spécialisés. Dans la petite vidéo, vous avez vu, ce n'est pas uniquement entraîneurs d'équipe, c'est aussi des entraîneurs spécialisés goalkeeping, donc tout ce qui est gardien, tout ce qui est en lien aussi avec instructeurs. Donc de plus en plus, on va former des instructeurs UEFA pour donner des formations. Il y avait un projet de fitness. Vous verrez tout à l'heure, il ne se retrouve pas dans le pathway, mais il y a une réflexion de travailler sur un développement de diplômes en lien avec le fitness. Okay. Encourage un meilleur échange entre les associations, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc il y a vraiment une volonté au niveau de l'UEFA, derrière cette convention, c'est de favoriser les échanges entre les différentes associations. Offre des possibilités de formation continue. Donc vous allez voir un peu, c'est un impact important. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement dans une formation et la formation ne s'arrête pas au moment où on a fait la formation. On doit absolument intégrer dans la formation des entraîneurs tout ce qui est en lien avec la formation continue. Parce qu'on considère que la formation, c'est tout au long de la vie, que ce n'est pas à un moment donné, on n'a pas un diplôme une fois, il faut continuer à se former, à se recycler, mais c'est fixé dans la conviction qui oblige toutes les fédérations à respecter et de pouvoir développer des formations continues. Mais
pour nous, ça sera intéressant, ça va pouvoir dynamiser et ça va pouvoir nous donner des orientations pour pouvoir développer des choses. Renforce le statut de l'entraîneur, de la profession d'entraîneur, on verra après. Reconnaît les diplômes et licences de l'UEFA, et puis reconnaît la circulation transfrontalière, c'est-à-dire qu'à partir d'un diplôme UEFA, vous pouvez aller dans tout l'environnement. Et puis après, se conforme avec le droit européen, donc ça fait partie. Donc la convention, en fait, elle couvre un peu tout ça. Donc c'est un document qui fait une vingtaine de pages, qui est traduit dans 6 ou 7 langues, et chaque fédération a cette convention et doit respecter cette convention pour pouvoir y adhérer. Voilà. Alors ici, regardez, il y a eu 4 évolutions. Alors ce qui est intéressant, il y a eu une première évolution en 98, c'est la première convention. On en a eu une en 2010, en 2015, en 2020. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, entre chaque convention, en fait, la convention, elle vit. C'est-à-dire qu'on organise des study groups. Et dans les study groups, on a l'occasion de pouvoir partager. Alors, un study group, c'est quoi? C'est 4 ou 5 fédérations qui se réunissent et qui partagent des choses en lien avec la convention, sur des contenus de formation. C'est-à-dire comment vous développez, par exemple, la formation du niveau éducateur UFAB, par exemple. Quels sont les cours? Comment vous les donnez? Donc on partage pour pouvoir un peu s'enrichir un peu de l'expérience des autres fédérations. En 2014, l'UEFA a chargé l'Université de Leeds de faire une évaluation de toutes les fédérations sportives et de pouvoir voir un peu et de définir 3 niveaux, soit les high level, donc les hauts niveaux de performance en matière de formation, les niveaux moyens et les jeunes fédérations qui se sont lancées dans la convention et qui sont au tout début. La Belgique est au 3e niveau, c'est-à-dire que dans nos missions en tant que fédération du niveau le plus élevé, on doit organiser des study groups où on doit accueillir d'autres fédérations du niveau 2 et 1 et pouvoir partager et de dire voilà quels ont été nos problèmes lorsqu'on a mis en place certaines formations et quelles ont été les solutions. Et on essaye de partager notre expérience de la formation des cadres. Alors j'ai repris ce petit graphique parce qu'en fait, au départ, la convention, elle se centrait uniquement sur cette relation-là. C'est-à-dire pour pouvoir développer un système de formation, il faut respecter un cadre en termes de contenu, en termes d'heures, etc. Et puis alors après, on s'est penché un peu sur la relation, comment... D'abord, on a travaillé sur comment former les meilleurs joueurs. Okay. On a réfléchi à travers les study groups, comment on va essayer de développer les contenus courts pour essayer de développer des joueurs de football, que ce soit au niveau amateur, professionnel, peu importe, à tous les niveaux. Et puis, on a essayé de travailler sur cette relation. Quel est le meilleur entraîneur pour les joueurs? Et maintenant, entre 2015 et 2020, on est passé à un stade supérieur. On est en train de se dire que pour former les meilleurs joueurs, il faut les meilleurs entraîneurs, mais pour former les meilleurs entraîneurs, il faut les meilleurs professeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'on est en train de développer des formations de formateurs, d'entraîneurs. C'est de développer une expertise pédagogique pour pouvoir former le mieux possible des candidats entraîneurs. Donc pendant 4 ans, on a été amené à travailler sur ça. Et je dois dire qu'au niveau de l'ADEPS, ils ont été un peu précurseurs parce que, et on était les premiers, on était assez fiers de pouvoir dire qu'on avait travaillé sur la méthodologie formation interactive avec Mark Scheiber qu'on a fait venir dans le cadre de recyclage. Mais l'UEFA a invité par la suite Mark Scheiber à pouvoir donner cette formation dans le cadre de l'UEFA. Et maintenant, dorénavant, eh bien, tous les professeurs, tous les enseignants dans l'environnement UEFA sont obligés de suivre une méthodologie qui est liée à la méthodologie interactive. Okay, donc c'est important de voir que la convention, en fait, derrière une convention, c'est d'abord du partage. Et derrière le partage, c'est de pouvoir développer chaque étape de la formation. Voilà un peu la structure UEFA. Donc on a d'abord ce qu'on appelle les programmes de base. Alors on a un UFAC, un UFAB, un UFA A, un UFA Pro. Donc ça c'est quasiment une étape obligée pour tout entraîneur. Et puis alors après, vous voyez qu'on a des diplômes de spécialistes. Alors soit on va former des spécialistes plutôt dans le domaine gardien de but. Alors là, vous voyez, il faut un certificat national des gardiens.
donc c'est-à-dire une formation de base délivrée par la fédération. Nous, on a 2 niveaux de formation. Et puis derrière, il y a une formation d'un UFA B et une formation UFA A. L'UFA A Goalkeeper, c'est une obligation pour un club professionnel d'engager un entraîneur Goalkeeper A. Donc ça devient vraiment une reconnaissance. Une fois qu'on a son diplôme, on peut avoir accès au niveau professionnel parce qu'il y a une obligation des clubs de pouvoir engager des Goalkeepers A. Et puis alors après, ici, on a une autre orientation où il est possible soit de travailler sur un parcours plutôt senior, soit il est possible de se spécialiser dans une filière plutôt youth, où on va travailler dans l'expertise des jeunes, comment on va développer l'expertise de l'entraînement des jeunes. Et ça, de nouveau, ça se fait à 2 niveaux. Okay, je vous parlerai par la suite de la particularité, c'est que l'UFA nous permet aussi de faire tout ça dans une formation combinée. C'est ce que nous, on a choisi comme formation. Et puis après, il y a un 3e volet, enfin, une autre formation spécialiste, mais malheureusement, nous, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour opérer les formations en futsal. Donc, nous, on ne s'en charge pas. La partie néerlandophone le fait, mais nous, on ne le fait pas. On n'a pas l'autorisation. Alors, au niveau méthodologie, un des objectifs, c'est d'abord relier le monde de l'éducation à l'emploi. C'est-à-dire, on doit absolument essayer d'être le plus proche possible de la réalité de terrain. C'est une obligation, c'est-à-dire qu'on doit penser, quand on organise une formation, d'être le plus proche possible des clubs, dans les clubs, parce que la formation, on doit être au contact du terrain au maximum. 2, on est sur un développement de compétences, c'est-à-dire que de plus en plus, il ne suffit pas d'avoir le diplôme, de plus en plus, on doit élever le niveau des formations, parce que derrière, ça doit aboutir à une compétence minimum pour exercer à un certain niveau. 3, une obligation dans les objectifs de travailler le plus proche possible. Alors nous, on appelle ça Reality-Based Learning, c'est-à-dire qu'on doit travailler de manière pratique. Exemple, ici, on a une situation de jeu où là, on a un étudiant qui joue son rôle d'entraîneur et qui se développe en tant qu'entraîneur. 2, on a des étudiants qui, eux, sont observateurs et développent leurs compétences d'entraîneur, mais dans un autre rôle que celui d'entraîneur, que l'étudiant 1, lui, pratique son métier d'entraîneur. L'étudiant 2, lui, pratique son métier d'entraîneur, mais dans l'observation et sous le regard d'un tuteur qui, lui, est le professeur. Voilà. Mais on doit créer des situations où on va essayer de mettre en pratique et de développer la compétence des entraîneurs dans des situations réelles de cours. Okay, on aurait pu y associer, si on n'avait pas de joueurs, on aurait pu dire, bah, tiens, les joueurs, les studiennes, vous êtes joueurs, mais vous développez en tant que joueur votre compétence d'entraîneur parce que vous pratiquez, vous exercez, vous expérimentez un exercice par un autre étudiant, mais vous développez votre expertise en tant qu'entraîneur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, Reality-Based Learning. C'est-à-dire qu'on doit absolument, obligatoirement, s'orienter dans les formations, d'être le plus proche possible de la réalité de terrain. Je vous ai parlé de l'interactivité. Donc, nous sommes obligés, dans les cours, de travailler sur des formations interactives. Apprentissage tout au long de la vie, j'y reviendrai à travers le projet de la CEF. Et l'évaluation formative et sommative, ça c'est la prochaine étape qu'on nous demande de réfléchir dans la Convention 2021, c'est de pouvoir... In every UEFA coaching course, we make judgments about the students. We ask ourselves if student A deserves to pass. We compare A with B and then C and say who is best. We are in the business of judging. No one likes to be judged, especially if the experience isn't helpful. Assessment is about more than just measuring a coach's level of knowledge. When educators assess coaches, they also measure the progress they've made and help them improve by helping them to understand their strengths and weaknesses and what they need to pay special attention to. When assessment is done well, it benefits everyone. How can you make sure it's helpful? UEFA's member associations are encouraged to carry out continuous, formative assessment
in addition to final summative assessment. Formative or continuous assessment is carried out in smaller doses throughout the course, so it enables efficient feedback to be given and applied when it is most relevant. You should always assume that everyone can improve and that most of us want to. Make sure course assessment is done well by checking that it has easily understood criteria. It is derived from a variety of evidence. It is spread out over time. It measures the right things. It is based on several viewpoints. It is accurate, fair, and clear. It comes at the right time to be helpful. We all want our coaches and our coach educators to get better. UEFA believes in assessment that helps the individual improve. Are your assessment methods helping your coaches and your coach educators improve? Voilà, donc ça c'est vraiment la prochaine orientation. On nous demande de réfléchir sur tout ce qui est en lien avec les évaluations. Donc de nouveau, durant les 4 années à venir, on aura l'occasion d'avoir ce qu'on appelle maintenant des shares, c'est-à-dire des partages avec d'autres fédérations, pour dire comment vous allez évaluer les compétences d'entraîneur, soit de manière formative ou sommative. Donc on est vraiment dans cette réflexion-là. Voilà, et la convention, elle nous sert de base pour construire tous les cahiers des charges. En fait, c'est la convention qui va nous servir de construire tous les cahiers des charges par rapport à l'ADEPS. Pour terminer cette partie, simplement pour vous dire que, effectivement, c'est beaucoup de réunions, et ce n'est pas une imposition. La convention, c'est une construction avec toutes les fédérations, et tout le monde est impliqué dans le processus. Alors, je vais avancer pour rester dans le timing. La formation en ACFF. Alors, simplement, on retrouve un peu éducateur UFA. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement vous dire que nous, à la sortie de l'UFAB, c'est le seul moment où on demande d'avoir 1 an d'expérience pour pouvoir pratiquer en possession de l'UFAB. C'est une exigence de l'UFA. Et l'autre exigence, c'est qu'on fait une sorte de test d'entrée. C'est-à-dire qu'on évalue les compétences à l'entrée de la formation. Et à l'entrée, parce qu'on veut que dans la formation UFAA, on doit directement rentrer dans le vif. Mais pour ça, on doit avoir un niveau minimum à l'entrée. Et si quelqu'un n'a pas ce niveau minimum, ce n'est pas grave. Elle développe sa compétence, elle se représente un test probatoire l'année suivante, mais on veut partir avec un niveau de base. Pour vous citer un exemple, il y a 90 personnes à l'entrée, il y en a 15 qui sont dans la formation UFAA pour suivre ce cursus de formation. On a un système de licence, on a un système de label qui valorise le truc. Alors, ce qui est important, c'est licence valide. C'est-à-dire qu'il y a obligation d'avoir une licence valide. Okay. On organise des formations un peu dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ça, c'est une cartographie qui présente un peu les zones de densité. Et on essaye de travailler dans les clubs, avec les clubs. Ça, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on estime qu'on doit développer l'expertise pédagogique dans les clubs. Donc, on va former ce qu'on appelle les responsables techniques, ceux qui le souhaitent, à pouvoir accueillir un centre de cours et donner un cours de niveau animateur pour pouvoir nous aider, parce qu'on est débordé de demandes. Regardez ici, on était à 18 centres de cours en 2016, on est à 29 centres de cours maintenant, et on annonce 32 centres de cours brevet C uniquement pour l'animateur. On va atteindre près des 700 candidats animateurs au départ, donc on a besoin de trouver des solutions pour pouvoir organiser des formations, mais on estime que maintenant, la formation doit se faire dans les clubs et avec les clubs, c'est-à-dire avec les responsables de clubs. Différentes formules possibles, vacances, soirées, 100% féminin. On a lancé la formation 100% féminin, on a 68 candidates inscrites à la formation brevet C, ce qui est remarquable. Là, je félicite mon collègue Xavier Donnet, qui fait un travail remarquable au niveau du foot féminin. On travaille aussi au niveau des hautes écoles pour pouvoir développer. Voilà, donc on travaille sur différentes formules pour essayer de pouvoir absorber le nombre de candidats. 50-60 chargés de cours, tous diplômés UFAB, recyclage obligatoire lors d'un week-end à Neuchâteau qu'on organise durant 4 jours chaque année. Important de partager, de pouvoir continuer à se former. Et en 2020, on envisage de former des experts pédagogiques qui vont intervenir, qui seront reconnus par l'UFA en étant instructeurs UFA et qui vont faire partie du staff
et pouvoir donner des formations, mais aussi pourront intervenir en tant que maître des stages sur 2 niveaux. On était en 2007, on a lancé l'e-learning, on a commencé par filmer tous les cours généraux, on les a mis en ligne avec la collaboration de l'ADEPS, et maintenant on est sur la création de modules en e-learning avec des projets de formation à distance. Ici on a Silvio Proto qui est à l'Alazodrome. On travaille à distance avec lui pour pouvoir donner la formation. On suit des cours avec lui. Il vient en Belgique, il donne des formations avec les enfants. On est vraiment dans une logique de pouvoir développer l'e-learning dans les années à venir. Important, la communauté des entraîneurs francophones. Je vais lancer la vidéo. Cette communauté des entraîneurs vit. Maintenant, on est à près de 1000 membres. Ça nous donne l'opportunité de pouvoir de nouveau créer des moments de partage, de pouvoir faire de la formation continue tout au long de la vie. Ici, c'était le dernier qui a réuni 700 personnes il y a 2 semaines. On a l'occasion de travailler en collaboration avec le magazine Zone Technique pour créer justement des cahiers pédagogiques. Ça nous donne l'occasion, on a créé aussi, on est en collaboration avec une radio, Arabelle, qui on organise 1 fois par mois une formation sur la formation des entraîneurs. Et puis alors après, ça nous donne l'opportunité de pouvoir aller donner des formations. Ici, c'était dans le cadre d'une formation à Rabat, où on a eu l'occasion de pouvoir échanger avec les phares de Rabat pour pouvoir éventuellement partager nos connaissances avec nos amis marocains. Identification du potentiel, c'est parti très vite pour vous dire que, et je remercie encore l'ADEPS pour nous avoir permis de pouvoir participer à ce projet qui regroupait 6 fédérations sportives, avec l'objectif, c'est de former des cadres spécialisés dans la détection des jeunes talents. On avait une formation qui existait, on a organisé plusieurs événements, on est allé en Angleterre voir un peu ce qui se faisait en Angleterre, on a organisé des colloques, entre autres on a fait venir Georges Cazorla, et puis on a abouti à une nouvelle formation à la détection du talent, ce qui nous permet d'organiser 2 types de formations. Alors nous, on aime bien distinguer 2 choses, de l'information, c'est-à-dire qu'on organise dans les clubs et en général par les responsables techniques, on organise des informations sur l'identification du potentiel sportif avec une affiche que les clubs doivent afficher dans leur buvette. Et alors, par contre, on fait un développement de compétences où on là va beaucoup plus loin. Et là, on va vraiment dans l'identification du potentiel où, pendant 48 heures, on forme les gens à l'identification du potentiel et au travail. Alors, je vais passer la petite intervention de Georges Cazorla pour vous montrer un peu l'affiche. Alors, en 30 secondes, vous dire, eh bien, voilà l'affiche. On est parti du constat que, on identifie un potentiel sportif et on n'identifie pas un talent. C'est totalement différent. L'identification, une fois qu'on a identifié un sportif, il va rentrer dans un processus de formation et de transformation. C'est-à-dire que ça, c'est de la responsabilité des clubs, de la fédération, de pouvoir transformer ce potentiel en talent. Et là, on a eu la chance à De Bruyne, Courtois, Witsel peut-être moins, peut-être Hazard, parce qu'il est vite parti au LOSC, mais les autres ont profité d'un environnement dans lequel ils pouvaient se développer et ils pouvaient se transformer en talent. Et c'est seulement à la sortie qu'on estime qu'un sportif est considéré comme un talent. Et à ce moment-là, il est sur le marché, entre guillemets, et il peut être sélectionné soit dans les équipes nationales ou soit dans le football, être détecté par un club. Donc ça, c'est un peu, vraiment très succinctement, le résultat de notre travail qui a été réalisé avec 6 fédérations. En conclusion,
Je voudrais simplement peut-être lancer un petit débat. Comment former l'entraîneur de demain, en sachant que ici, vous avez le profil d'un entraîneur, Julien Nagelsmann, Leipzig, 28 ans. C'est une question que je me pose. Je me dis, tiens, est-ce qu'actuellement, mon dispositif de formation est capable de former des entraîneurs à la haute performance, en sachant qu'il faut du temps, il faut beaucoup d'expertise scientifique, etc. Et j'estime que je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et que le dispositif actuel permet de faire des bons entraîneurs, mais si on veut faire des entraîneurs à la haute performance, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et c'est là où il faut travailler beaucoup plus avec les universités parce que c'est là où les savoirs sont, les savoirs scientifiques et on doit aller beaucoup plus loin dans les relations et de travailler avec les universités pour former ce profil d'un jeune entraîneur, mais c'est peut-être un parmi vous qui, à un moment donné, est dans une filière peut-être de haute performance, entraînement, et va devenir entraîneur de football à la haute performance. Le 9 mars, on va organiser notre colloque où justement on va se poser ces questions-là, en sachant que le rôle, je pense que Michel Prodal n'en a pas vraiment parlé, l'entraîneur de maintenant va complètement évoluer. Et on est passé d'un rôle d'entraîneur à manager, et lors du colloque du 9 mars, eh bien, on aura l'occasion de pouvoir se remettre en question par rapport à l'entraîneur de maintenant, quelle est sa compétence, de qui doit s'entourer, voilà, et de réfléchir un peu sur comment nous, sur base de la discussion, comment construire l'entraîneur de demain ou de préparer au mieux possible l'entraîneur de demain. Je voudrais terminer par 2 citations qui correspondent à notre état d'esprit. Donc ne regarde pas derrière toi en te demandant pourquoi, mais regarde en avant et dis-toi pourquoi pas. Donc ça, c'est notre philosophie, c'est de dire ok, on y va, et puis on se pose des questions, ok, comment on va faire pour y aller. Et notre deuxième citation, c'est que je pense que c'est assez, à travers ma présentation, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu l'occasion d'avoir l'UEFA, l'ADEPS et tout ça, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre tout ça en place. Et je remercie encore tous les acteurs. Et je pense que le fait de travailler ensemble, en collaboration, on peut aller très loin dans notre processus. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Jean-Louis pour cette très bonne présentation qui va dans la continuité finalement de ce qu'on a vu et ça contribue vraiment à cette capitalisation finalement du savoir et de l'expertise. Est-ce qu'on a le temps pour 2-3 questions rapidement? Oui, Hubert. Oui, Jean-Louis, tu parles de formation de UEFA, donc d'entraîneur de foot, tu parles de formation de goalkeeper, tu parles pour le futsal, bon, ça n'existe pas chez nous, mais voilà. Et là, une question, je crois que je te l'ai déjà posée, ça se fait dans certains pays, pourquoi pas une formation de préparateur physique au sein de la Fédération football belge? Alors là, on est en plein débat. On a eu l'occasion d'assister dans le cadre d'un study group à un study group fitness il y a 2 semaines. Et Yves faisait partie du groupe de travail, de la discussion. Dans certains pays, ça se fait. Maintenant, ça doit se faire en collaboration très étroite avec les universités. Parce que, il faut pas non plus, il faut que la formation se fasse dans un cadre défini. Il faut pas non plus, il faut qu'il y ait du contenu. Donc, on y réfléchit, on voit un peu comment on va faire, en sachant que la formation fitness, voilà, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire, voilà. Mais on y réfléchit. Je sais que du côté néerlandophone, ils sont sur 2 niveaux de formation. Les retours sont mitigés, mais je pense qu'on y réfléchit en tout cas de voir comment on pourrait développer cette expertise-là et que cette expertise soit reconnue dans le milieu de l'UEFA. Parce que, et je pense que Mario ne l'a pas dit ce matin, mais par exemple en Italie, pour travailler en série 1 italienne, il faut obligatoirement avoir un UEFA fitness coach. Il faut obligatoirement avoir le diplôme de fitness coach pour pouvoir exercer en tant que préparateur physique. Donc effectivement, ça fait partie des réflexions qu'on a. Voilà, on réfléchit. Ouais. Oui. Bonjour, j'ai une petite question par rapport au volet de formation des entraîneurs pour les petits. Est-ce que dans cette partie de formation des entraîneurs, vous considérez qu'on est immédiatement dans le spécifique ou est-ce que vous prenez en compte le développement global des tout-petits au foot? Voilà. Alors dans le plan de formation, nous, on a ce qu'on appelle l'école du mouvement, multimove. Donc on essaye de positionner ça
Maintenant, c'est toujours le problème. Notre public, c'est principalement des entraîneurs qui viennent pour le football. Je pense qu'on devrait travailler sur des niveaux d'expertise. On doit pouvoir aller beaucoup plus loin et d'identifier dans nos entraîneurs des gens qui veulent éventuellement se développer dans le multi-move, dans l'école du mouvement. Et là, on devrait pouvoir créer des formations d'expertise pour pouvoir vraiment cibler. Voilà. Mais effectivement, dans la formation, le problème des formations, c'est qu'on touche un peu à tout, mais on ne va pas très loin dans le fond, que ce soit du fitness, du mental. On touche, et c'est la problématique, je pense que Michel Prudhomme l'a soulevé ce matin, on touche un peu à tout, mais je pense qu'il faudra aller plus loin dans le développement de compétences spécifiques et entre autres le développement des petits. Je pense que c'est hyper important et ça doit faire l'objet de niveaux d'expertise. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que l'entraîneur, quand il sort d'une formation UEFA, va se retrouver dans un environnement de travail. Soit il est au niveau professionnel et dans son environnement de travail, il va devoir être confronté à des besoins et il va devoir se développer. Nous, on doit lui proposer des formations d'analyse vidéo, des formations de fitness, des formations pour pouvoir se développer dans son environnement de travail. Mais on peut imaginer que quelqu'un se sente bien avec des petits, se retrouve avec des petits et nous, on doit aussi proposer dans l'environnement des petits, une formation dans laquelle il pourra se lier. Okay. La seule chose qu'on essaye de développer dans les formations continues, on est sur une formation multi-skills. Donc on va développer tout ce qui est en lien avec la coordination. Voilà, on est en train de finaliser une collaboration avec Kenneth Christians, qui travaille... Bastien, qui travaille dans le multi-skills. Et on voudrait essayer de développer ce niveau d'expertise. Ouais. Ok, encore une toute petite question ici, et puis Frédéric Aubert, et puis on passera à la suite. Jean-Louis, juste une petite question. Donc, moi, étant en fin de cycle UEFA 1, la sensation de l'extérieur, c'est que le niveau d'études demandé est exigeant, avant-gardiste, mais la position par rapport aux clubs, parce que les clubs, nous de l'extérieur, on a la sensation qu'ils sont en retard dans la volonté de prendre des entraîneurs diplômés, voire même l'entraîneur de Leipzig, je ne suis convaincu qu'en Belgique, on ne l'aurait jamais pris. La position de l'ADEPS par rapport à ça. Ouais. En fait, c'est qu'actuellement, l'UEFA, et dans les formations de cadre, on forme des entraîneurs UEFA. Et pour certains clubs, l'exigence est trop élevée. Je pense par exemple au D1 des amateurs. Par exemple, c'est trop compliqué pour un profil d'entraîneur qui est en fonction de se former parce qu'ils estiment que c'est trop élevé. Et alors, pour nous, c'est un frein. Par contre, à côté de ça, il y a des entraîneurs qui veulent faire carrière, un peu comme Nagelsmann. Et pour eux aussi, pour ce profil d'entraîneur à haut potentiel, eh bien, malheureusement, on ne va pas assez loin avec eux. Donc je pense qu'il faudrait former des entraîneurs pour le niveau amateur avec un profil et qui soit accessible et qui permette à ces gens de pouvoir se mettre en ordre. Mais on doit pouvoir offrir la possibilité aux hauts potentiels d'entraîneurs de pouvoir se développer dans une filière. Voilà. Mais actuellement, c'est vrai, on a eu jeudi un article de presse. Pour information, il y a une obligation de pouvoir exercer au niveau D2, D3 amateur avec un niveau de qualification. Et sous la pression de certains entraîneurs non diplômés qui s'estiment lésés, on a gelé un peu cette disposition. Donc il n'y a pas d'obligation pour l'année prochaine d'être entraîneur diplômé. Mais c'est pendant un an. Dans un an, ils devront se mettre dans le circuit et de pouvoir se former pour obtenir les qualifications. Mais je peux comprendre que ces entraîneurs ont peut-être une situation et que c'est compliqué de se mettre dans un dispositif parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, je ne sais pas, mais c'est une contrainte et qu'ils doivent s'organiser. Donc on leur donne la possibilité de se mettre en ordre dans le courant de l'année. Ouais. Oui, Jean-Louis, je réagis vis-à-vis d'une question sur la formation des préparateurs athlétiques dédiés au football. Alors, toujours en partage d'expérience, hein, parce que en aucun cas je suis là pour imaginer que nous avons des leçons à vous donner, mais échanger certainement. En France, 3 fédérations forment leurs préparateurs athlétiques. Le tennis, le basketball et le football. Le rugby va y venir. Ils vont démarrer très prochainement, je crois même que c'est le cas, parce que je sais que je vais avoir le bonheur d'y intervenir pour partie. Et alors on se pose cette réflexion. Ces fédérations-là ne remettent pas entre les mains de l'université la formation de leur entraîneur.
Alors pourquoi remettrait-elle la formation de leur préparateur physique entre les mains de l'université? Je ne vais pas avoir un discours de schisme avec l'université. Bien au contraire, on demande à nos stagiaires qui veulent devenir préparateurs athlétiques d'avoir un cursus STAPS, donc éducation physique, au moins licence 3, et d'avoir un diplôme de jeune entraîneur football, à minima. Car la problématique, elle est là. La Fédération française de tennis demande un BE, donc un DE de tennis pour être préparateur physique de tennis. Pareil, le basket. Donc, à l'université, on va avoir des diplômes génériques avec des compétences stapsiennes, comme on dit chez nous, très génériques, mais dédiées au football, quid. Donc, l'idée, elle est là pour nous, c'est demander un cursus universitaire, un diplôme d'entraîneur et entrer dans la formation préparatoire athlétique que nous dispensons dans notre propre fédération. C'est une voie. On est vraiment alignés. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on doit partir du terrain, de la réalité du football. Et c'est vrai que dans les prérequis qu'on souhaite, c'est éventuellement avoir un bachelier ou un master en éducation physique, plus minimum un UFAB, mais partir de la réalité de terrain. Et là, je pense que c'est un peu dans cette idée-là on est tout à fait alignés par rapport à vous. Ouais. Et le dernier clin d'œil, tu l'as évoqué, j'ai fait un study group avec l'UEFA antérieurement, c'était en Suède, sur le fitness. Le problème qu'a l'UEFA, mes chers collègues et amis, c'est quoi? Pour faire une licence UEFA, ils sont sur le point de le faire pour les goalkeepers, les gardiens de but. Mais pas pour les préparateurs physiques. Vous avez une idée pourquoi? Mais c'est la tour de Babel, mes amis. Il n'y a pas en Europe de consensus sur ce qu'est la préparation athlétique. Il y a la voie italienne, il y a la voie roast beef, il y a la voie scandinave, la voie teutonne, la voie francophone, wallonne, bon, peut-être flamande, différente. Il y a la voie de l'Est. Et ce sont à chaque fois des visions de la préparation athlétique différentes. L'UEFA n'y arrive pas. Ils se disent, face à la tour de Babel, on ne va pas s'y coller. C'est marrant parce qu'au départ, dans le pathway, ça existait. Maintenant, ils l'ont supprimé parce qu'effectivement, ils sont dans ces problématiques de se mettre d'accord d'abord sur... Ouais. Ok, je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour ta présentation et cet échange. Et on va passer maintenant à la suite du programme. Voilà, donc on attend Olivier Frédéric, Giovanni Bozzi, qui est là en haut, qui va descendre, et Fabienne Joris, bien entendu. Mais ça va être beaucoup la seule, hein. Comment ? Voilà, comme vous le voyez, on est en pays de connaissances, connaissance complète, puisque Guy est aussi un trait commun à ces trois personnages. Alors il y a quand même quelques personnes qui ne les connaissent pas. Donc Giovanni Bozzi est aujourd'hui directeur des sports de la province de Liège, après une petite carrière d'entraîneur, une toute petite carrière de joueur, donc c'est-à-dire la division 1, c'est-à-dire des titres de champion de Belgique, c'est-à-dire Liège, c'est-à-dire Charleroi. Donc beaucoup d'expérience et beaucoup de liens aussi avec ses racines, puisqu'il a travaillé régulièrement avec des clubs italiens. On a toujours pensé qu'il y ferait une carrière un jour, et puis ça ne s'est pas fait. Voilà. Olivier Frédéric est actuellement professeur donc, à Beckman. C'est aussi un licencié en éducation physique comme Giovanni. Je vais reprendre l'ancienne nomenclature, puisqu'il
Et ils sont nés au siècle passé, hein, bien entendu. Et il est préparateur physique, donc Olivier, de Liège Basket. Bon, les résultats ne sont peut-être pas là, mais ils sont en forme. Et alors, quant à Fabienne, eh bien, ce sera la première des questions d'ailleurs. Ben, Fabienne, c'est aussi une carrière en Division 1 comme joueuse. Et puis surtout, ben, c'est beaucoup de succès, mais surtout le succès qu'on lui connaît actuellement, en compagnie de quelqu'un qu'elle fréquente assidûment, c'est-à-dire Pierre, quand il n'est pas en voyage avec ses équipes. Et Liège Panthers, et des résultats assez extraordinaires, avec des moyens qui ne sont peut-être pas financiers, mais humainement remarquables. Voilà. Donc voilà nos trois intervenants. Donc quelques questions générales où ils vont pouvoir peut-être partager ou confronter leurs impressions. Et puis vous aurez bien entendu la parole, parce que c'est ça le plus important. Voilà. Alors Fabienne, tu es une des rares coachs à ce niveau, donc au plus haut niveau belge en basketball. Mais on peut dire aussi que tu es une des rares coachs à ce niveau dans tous les sports confondus. Donc il y a une représentation féminine extrêmement faible. Comment expliques-tu ça et pourquoi est-ce que ça ne change pas? Mais tout d'abord, bonjour à tous. Et vraiment, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre le micro. Évidemment, un petit clin d'œil à Guy. Sans lui, je ne serais pas là. Et effectivement, je vais profiter, je vais rebondir en parlant de Guy Namurois, parce que je pense que si je suis peut-être là où je suis maintenant, c'est parce que j'ai eu la chance de côtoyer Guy lorsque je jouais au basket avec son épouse, Anne, et qui déjà m'interpellait beaucoup par rapport à cette préparation physique. Et donc, je pense que d'avoir pu profiter de ces compétences, ça m'a permis quand même d'évoluer et peut-être d'avoir pris quelques bons wagons, en tout cas de monter dans quelques bons wagons et d'arriver aujourd'hui à comprendre que la préparation physique, elle est importante pour arriver à encadrer des jeunes et des futurs talents ou même des talents accomplis maintenant. Donc je pense que si je suis là aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de raisons, mais en tout cas la préparation physique a été présente. Et pourquoi alors es-tu seule? Parce que ça a été la vraie question, mais oui, c'était bien plus important que tu dises d'abord ça. Voilà, ça, pourquoi je suis seule? Je ne suis pas seule, je ne pense pas. Malheureusement, dans le basket, il y a très très peu de femmes qui suivent la formation pour devenir entraîneur et pouvoir entraîner à haut niveau. Parce que le statut de femme n'est pas... Enfin voilà, je pense que nous, en tant que femmes, si quelqu'un doit rester à la maison, c'est souvent la femme et c'est l'homme qui sort pour aller faire du sport ou encadrer, etc. C'est un petit peu comme ça, en tout cas, quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où nous étions 5, 2 filles, 3 garçons, et mes parents ne nous ont pas donné ces valeurs-là. On était tous égaux et on avait le droit qu'on soit fille, garçon. Bon, ça n'avait aucune importance, donc pour moi c'était important. Ça a toujours été important de faire la même chose que n'importe qui, donc que ce soit fille, garçon, c'était la même chose. Et donc, je crois aussi que mon parcours de joueuse, d'avoir eu cette chance tout cet enrichissement, en tout cas quand on est sportif comme ça de haut niveau, eh bien quand je vois la fiche, un projet de vie, c'est extrêmement enrichissant dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours. Et je crois vraiment que j'ai eu envie de cette transmission, de pouvoir transmettre à d'autres générations ce que le sport m'avait donné. Et donc, j'ai eu cette volonté de devenir un entraîneur de basket. Et puis, le fait aussi d'avoir rencontré mon amoureux, comme je me plais à dire, puisqu'on est ensemble depuis qu'on a 19 ans, et que lui aussi était un joueur de haut niveau, qui finalement il est venu vers l'entraînement aussi, peut-être un peu grâce à moi, puisqu'au départ il ne voulait pas du tout entraîner, mais le fait
d'être deux aimant le sport, aimant le même sport, ça m'a vraiment permis de m'épanouir aussi en tant que coach femme dans une discipline comme le basket. Voilà, donc je crois que la réponse c'est quand on est femme, il faut avoir un conjoint aussi qui accepte, qui comprenne et qui motive aussi. Enfin, ça peut être aussi un bon atout. Oui, merci. Et Giovanni, tu as entraîné des femmes et des hommes. Et est-ce que tu t'y prenais de la même manière? Je parle de l'entraînement. Voilà. Mais je pense que oui. Je pense que c'est un vaste débat. En permanence, on nous demande de faire souvent, parce que c'est vrai que, pour rebondir un peu sur ce que Fabienne disait, c'est vrai que ça manque cruellement de coach féminin. Je pense que ça doit être une vraie volonté. J'entendais juste l'exposé avant, où maintenant il y avait une formation 100% féminine. Je pense que ça doit d'abord venir d'une fédération qui doit réellement avoir envie d'eux. Derrière ça, il doit avoir aussi une propagande. On sait que, voilà, je prends l'exemple des Cats qui vont quand même, qui ont réussi un exploit fantastique, qui vont maintenant aller aux Jeux Olympiques, et je suis sûr que les résultats, même au niveau des Jeux, seront présents. Je crois qu'on doit utiliser tout cela justement, et il doit y avoir une vraie volonté. Et je crois que dans d'autres pays, maintenant, ça crée des vocations, et je ne vois aucune raison que ce ne soit pas le cas ici. Maintenant, pour rebondir à cette question, comment entraîne-t-on des femmes plutôt, c'est exactement de la même manière, jusqu'à preuve du contraire. Il y a le ballon qui est un peu plus petit, il y a le panneau, il est toujours à 3,05 m. Maintenant, je mentirais en disant qu'il y a peut-être des qualités athlétiques qui sont un peu différentes. On parle peut-être un peu plus de verticalité chez le basketteur, chez la basketteuse. On est peut-être un peu plus dans l'horizontal, mais il y a un ballon qui est peut-être certainement beaucoup plus en vie. Après, peut-être que dans l'approche mentale, on sait que dans les paramètres, on parle de technique, on parle de stratégie, on parle de physique et on parle de mental. Et peut-être que dans l'approche mentale, peut-être à un moment donné, la manière d'aborder une fille doit peut-être être faite un peu différemment, même si là aussi le coach, à différents moments, en gardant bien sûr le même niveau d'exigence, il sera important que, en fonction du moment, il ait un style de coaching peut-être un peu plus directif, à un moment donné un peu plus compréhensif, un peu plus bon père de famille. Et voilà, donc ça doit se construire. Mais sinon, si on parle de l'aspect purement technique et stratégique, je pense que, personnellement en tout cas, maintenant il y a peut-être d'autres qui ont d'autres avis, mais moi je l'ai toujours enseigné de la même manière. Très bien. Olivier, toi tu es plutôt spécialisé dans la préparation physique. Alors, est-ce que tu as vu beaucoup de différences entre les entraîneurs ou aussi les équipes et les joueurs? As-tu dû t'adapter en individu ou en groupe? Et puis surtout, dans quelle position te places-tu par rapport au football, où on est quand même quelques années en avant? Ou bien est-ce que le basket, au fond, même s'il y a beaucoup moins de moyens ici en Belgique, a quand même un très très haut niveau d'exigence au niveau des préparateurs physiques et tactiques? Bon, alors par rapport au foot, je vais commencer par la fin. C'est sûr qu'on n'a pas de prime abord les mêmes moyens. J'entendais, donc je compare Division 1 basket, Division 1 foot, et quand j'entendais Mario ce matin, quand il est à la tête d'un groupement de 9 préparateurs physiques, c'est sûr qu'au basket, on est loin d'avoir ça. On a clairement, et c'est déjà bien, et quelque part c'est normal, en Division 1, je pense que toutes les équipes ont un préparateur physique. Maintenant, pas de préparateur physique à temps plein. C'est quelqu'un qui vient aller peut-être 3-4 fois par semaine. Donc ça reste, au niveau de la préparation physique, c'est, je pense, le minimum. Maintenant, ce sont des gens qui doivent faire autre chose. Donc, quelque part, ça a beaucoup d'implications au niveau de l'organisation des semaines, parce qu'on ne peut pas planifier les choses comme on veut. Bon, moi, je prends personnellement mon cas. Voilà, moi, je vais donner les séances.
j'ai assez de liberté et je peux organiser parfois l'horaire de manière à ce que ça fonctionne, mais à un moment donné, il y a des incontournables. À un moment donné, on a un cours à donner et je ne peux pas. Alors que dans la planification, je pourrais donner cette séance-là à ce moment-là, mais je ne peux pas parce que la planification de ma semaine ne me le permet pas. Donc, en ce qui concerne le basket par rapport au foot, on est en préparation physique dans un milieu, je ne sais même pas si je dois dire semi-pro. Bon, je ne parle pas de Liège Basket parce que c'est encore autre chose, mais de manière générale, on est dans un milieu où voilà, on met les séances quand le préparateur physique est disponible. Donc par rapport au foot, c'est encore une autre dimension. Alors par rapport à l'évolution, moi ça fait 10 ans que je suis à Liège Basket. J'ai connu, le premier coach que j'ai connu, c'était un coach croate. Et alors c'est les anecdotes que je raconte régulièrement. La différence entre un coach de l'Est et un coach peut-être belge, c'est que le coach belge te fait plus confiance. Et en l'occurrence, maintenant, quand je travaille avec un jeune coach, donc Sacha Masso, qui vient de démarrer il y a 2-3 ans, où là, les responsabilités par rapport au préparateur physique augmentent, et que ce soit dans la préparation physique que finalement dans la gestion de l'équipe parfois, parce qu'il me pose même des questions par rapport au jeu, etc., par rapport à l'encadrement et l'organisation des semaines. Et si je compare par rapport au début, un coach croate, c'est quelqu'un qui arrive et s'il trouve que vous ne mettez pas les plots assez loin, qu'il les jette un petit peu plus loin parce qu'il trouve que ce n'est pas assez difficile. Donc on a des visions un peu différentes. Entre ces deux extrêmes, je veux dire un jeune coach maintenant qui fait très bien son travail, mais qui me donne plus de responsabilités, et un coach croate qui est très directif, je passe par Fulvio Bastianini, qui là, à un moment donné, c'était un coach très expérimenté. Et là, on a affaire à quelqu'un qui vous fait confiance, mais qui en même temps a une grosse emprise sur l'équipe et sur l'organisation. Donc d'une année à l'autre, ça varie, mais à nouveau, pour parler de moi, j'ai toujours eu la chance, et pas comme Mario l'exprimait tout à l'heure, je ne suis jamais tombé sur un coach qui me mettait de côté en disant « Écoute, ce que tu fais, c'est bien, mais vas-y, contente-toi de 10 minutes et puis je vais m'occuper du reste. » Donc voilà un peu sur les 10 ans. J'ai connu différents coachs, mais je peux dire que la relation a toujours été très bonne, avec une responsabilité, une ouverture d'esprit par rapport au préparateur physique qui était assez importante. Et quelque part, si je relis ça avec ma première partie de réponse, c'est un peu obligatoire d'avoir cette ouverture à partir du moment où on fonctionne avec quelqu'un qui n'est là qu'à certains moments. On doit pouvoir adapter le programme et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Alors, un des sujets de ce colloque qui était aussi les qualités cachées. Bon, il y a des qualités qui apparaissent directement, mais quelles seraient pour vous les qualités les plus importantes, mais qu'on ne voit pas au premier coup d'œil chez un coach? Et pourquoi certains arrivent-ils au plus haut niveau, comme vous trois, et d'autres avec les mêmes études, avec parfois le même passé de joueurs ou de joueuses, n'arrivent pas à performer? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait expliquer cela? Peut-être commencer par Fabienne cette fois-ci? C'est une question difficile alors. Oui, c'est vraiment une question difficile et moi j'aurais envie de résumer en utilisant un mot. Je trouve que pour arriver à un haut niveau, il faut être crédible. Donc on a beau avoir les plus beaux diplômes, je pense que si on veut que le groupe croit en soi, il faut vraiment développer cette crédibilité. Alors elle n'est pas facile. C'est pas facile d'être crédible vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un groupe, parce qu'on a beau avoir des beaux diplômes, on a beau avoir un certain vécu avec de l'expérience, etc. Mais il faut encore le faire passer, cette crédibilité, parce que si c'est vraiment la base pour tout, quoi. Il faut être crédible quand on donne un entraînement, il faut être crédible quand on motive en amont d'un match, il faut être crédible lors d'un débriefing, il faut être crédible quand une fille va mal, pouvoir discuter avec elle. Il faut être crédible avec les parents parce qu'on forme des jeunes, donc les parents ont une grande part aussi. Il faut être crédible avec les dirigeants, il faut être crédible avec le préparateur physique. Donc tout ça, moi je résumerais ça vraiment avec avoir de la crédibilité. Je trouve que ça englobe vraiment énormément de choses. Voilà. Olivier? Ça tombe bien que tu parles de crédibilité, c'était la première chose que j'avais indiquée sur mon petit papier. Donc effectivement, la crédibilité, c'est important.
par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et la différence peut-être entre les hommes et les femmes, je veux dire, le fait, avec les joueurs avec lesquels je travaille, le fait de pratiquer depuis un certain temps en tant que préparateur physique, ça donne de prime abord une certaine crédibilité et quelque part une certaine confiance. Maintenant, il y a d'autres choses. Et quelque part, ce discours-là, je le tiens aussi par rapport à la crédibilité. Il n'y a pas que les entraîneurs, il y a la crédibilité des profs, parce que je travaille en haute école pour former des futurs enseignants en éducation physique. Et c'est ce que je m'esquinte à raconter aux étudiants à longueur d'année. Bon, je vous passe le détail de l'image du prof d'éducation physique de manière générale. Voilà. Je dis, votre crédibilité, vous devez la gagner. Et je pense que c'est la même chose au niveau de l'enseignement avec les élèves et avec les joueurs. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la crédibilité parce que Fabien en a déjà parlé. La deuxième chose, en termes de préparateur physique et en termes d'entraîneur, je vais parler pour Sacha Masso cette année. Et là, c'est spécifique à ma situation. Je ne vais pas m'étendre sur la complexité de la situation, évidemment. On n'est pas, pour reprendre l'image de tout à l'heure, le fonctionnement de Liège Basket, ce n'est pas comme un cygne, d'accord, ça va très vite en dessous de l'eau, mais au-dessus de l'eau, on voit tout aussi. Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, on est obligé, nous, au quotidien, alors on va dire, est-ce que c'est une qualité cachée? Ben, peut-être. Pour certains qui ont une image un peu idéaliste, quand on parle de préparation physique, on parle de planification, on parle d'entraînement, comment construire un entraînement, etc. Ben, la qualité cachée de la réalité, parfois, c'est de se dire, par rapport à tout ce qu'on connaît, toutes les réalités, toutes les théories, tous les beaux plans d'entraînement, ben, il y a ce qu'on fait au quotidien. Et si on arrive là avec des idées très fermées, je ne vais pas dire scientifiques, mais qui s'en rapprochent en disant c'est comme ça que ça doit aller, et qu'on n'a pas de faculté d'adaptation, eh bien, on ne s'en sort pas, parce qu'il n'y a pas une semaine qui ressemble à une autre, sur tous les paramètres, que ce soit sur le nombre de joueurs, sur les blessures, sur le programme, sur ceci, sur cela, sur la disponibilité de la salle, etc. Si on n'est pas capable de s'adapter, on ne sait pas fonctionner. S'adapter, c'est aussi créer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à nouveau, prendre un entraînement sur papier et se dire, voilà, je vais appliquer ça, non, ça ne marche pas. On en parlait tout à l'heure pour faire des liens, ce qu'on a vu ce matin, par rapport au partage d'expériences et à la mutualisation des savoirs, on disait, oui, c'est plus pour inspirer. Et quelque part, ce qu'on apprend en préparation physique, et quelque part, c'est dans l'enseignement, c'est pareil, je fais pas mal de liens entre les deux, eh bien, si on est là pour appliquer des recettes, on ne s'en sort pas. Et parfois, on voit une leçon qui marche bien, on veut l'appliquer avec une autre classe, ça ne marche pas. Parfois, on va voir un entraînement, on se dit, oui, ça c'est super, je vais le faire avec mes joueurs, ça ne marche pas. Ou je dois, de prime abord, l'adapter, parce que le contexte est différent. Donc, pour moi, les qualités qui vont un peu de pair, c'est la créativité et c'est l'adaptabilité. Pour reprendre aussi l'expression de ce matin, on est un peu au-delà parfois, on est dans le bricolage. Donc, voilà un peu les qualités que je pense être importantes. Giova? Qualité cachée, c'est un vaste débat et je pense qu'on peut reprendre, c'est vrai, crédibilité, adaptabilité ou quoi. J'ai envie de dire d'abord que je vais peut-être sortir un tout petit peu de la question, mais je pense que la première qualité d'un entraîneur, qu'elle soit cachée ou pas, c'est d'arrêter de croire qu'il est le magicien et qu'il va tout révolutionner. C'est d'abord quelqu'un qui doit être, et ça, c'est un travailleur. Il faut savoir travailler, il faut savoir se remettre en question. Et derrière cela, je ne peux pas croire que les entraîneurs de haut niveau n'ont pas les connaissances utiles et nécessaires pour performer. Après, c'est toutes des petites choses qu'on va peut-être juger sans importance, mais qu'on ne signale jamais. C'est que le haut niveau, la première des grandes qualités à avoir, c'est le recrutement, qui devient de plus en plus compliqué. Dans le monde du foot, certainement encore, parce qu'il y a des paramètres extérieurs, et on va comprendre tout de suite de quoi je veux parler, c'est le rôle des managers, c'est toute cette partie-là qui est très très compliquée. Mais la première des qualités, c'est de recruter. C'est de bien recruter. Et bien recruter, c'est pas uniquement mettre le meilleur gardien de but avec le meilleur centre avant, ou les deux meilleurs gardiens de but avec les deux meilleurs centres avant. J'ai fait allusion tantôt, il y a des qualités techniques, mentales, physiques. Il doit y avoir dans tout cela des leaders, des gens qui vont vous permettre justement de faire passer peut-être plus facilement les messages. À côté de ça, il y a des suiveurs.
Donc prendre 10 fortes personnalités, c'est jamais bon. En prendre 2, 3 et qui derrière vont tirer les autres, vont vous faire passer les messages, je crois que c'est très important. Et puis derrière cela, quand je dis arrêter de croire qu'on est le magicien, il ne faut jamais oublier que les clés, c'est toujours les joueurs qui les posséderont. Hein. Vous pouvez faire la meilleure stratégie possible ou le meilleur entraînement possible. À un moment donné, quand il faut mettre la balle dedans, pour différentes raisons, ils ne les mettront pas. Donc je vais dire que gérer à cela, il y a une approche qui me paraît essentielle. Différente, je n'ai pas dit qu'il y avait une approche qui était la bonne, parce qu'il n'y a pas de vraie vérité là-bas. Mais bon, certainement, moi personnellement, j'ai toujours construit ma philosophie sur d'être à l'écoute, de responsabiliser, d'obliger, de pousser les gens à être créatifs. Justement, j'entendais créatifs, l'entraîneur doit l'être, mais c'est surtout, à un moment donné, les hommes de terrain, les joueurs qui doivent créer. Donc c'est vous qui devez les pousser à créer. Donc tout ça me paraît indispensable, parce qu'à un moment donné, sans que le joueur n'ait convaincu de votre approche, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Vous pouvez prendre la manière dure, la manière douce. Il n'y a pas de bonne manière dans ces cas-là. À côté de ça, s'ils arrivent à être convaincus, je crois que c'est différent. Et là, vous devez être aussi conscient que le sportif de haut niveau, c'est quelqu'un, ou la sportive de haut niveau, c'est des enfants gâtés avant tout. Et donc, rien n'est pire dans votre approche, dans votre philosophie, du sentiment d'injustice. Donc, sentiment d'injustice veut dire qu'à tout moment, si vous avez une approche différente, ils doivent adhérer à l'approche différente que vous avez vis-à-vis d'un joueur par rapport à un autre. Donc, et là, j'en fais référence, ce que je disais tout à l'heure, à ce niveau d'exigence qui me paraît indispensable pour pouvoir avancer. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, mais il y a certainement des questions qui vous brûlent les lèvres. Donc voilà, partie questions, vous vous adressez à l'un ou l'autre et ils ajouteront des compléments. Allez-y. Qui se lance? Oui. Hein. C'est la solitude de l'animateur. Alors moi, peut-être une question, justement, dans les qualités cachées. Alors on a parlé, au niveau du foot, de gros staff très importants. À quel point la relation, d'une part, avec le reste du staff et d'autre part, avec les responsables, donc finalement la direction du club, à quel point ce sont des éléments qui sont importants, impactants. Et quand on arrive dans une structure, est-ce que ce sont des éléments auxquels vous faites attention? J'ai envie de partir d'abord d'une expression, justement, des staffs fournis ou quoi. C'est vrai qu'en fonction de la structure, et moi j'ai eu la chance finalement, malgré tout, en tout cas au Spirou de Charleroi, déjà d'avoir une structure déjà assez conséquente de mettre en place. C'est souvent d'utiliser l'équipe autour de l'équipe. C'est une expression que j'aimais bien. Et c'est vrai que j'entends dans l'équipe autour de cette équipe joueuse, c'est vraiment important d'avoir une vraie collaboration avec les staffs dirigeants également. Hein. On sait que souvent dans certaines équipes, il y a des présidents qui sont omnipotents, hein, et donc c'est vrai qu'il est très très important, même si c'est toujours souvent délicat, d'avoir une bonne relation, en tout cas de savoir se dire les choses, d'essayer de faire comprendre malgré tout que chacun doit rester à sa place et doit connaître son rôle. Le rôle du président doit peut-être à un moment donné d'être utilisé. Hein. Si on parlait d'anecdotes, moi j'ai eu la chance d'avoir, c'est vrai, dans ma carrière, 3-4 présidents. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu 3-4 présidents. Et chacun, j'en ai retiré énormément dans des approches différentes. Certains ne voulaient pas du tout se mêler.
D'autres, si je prends l'exemple, parce que c'est peut-être quelqu'un de connu d'Eric Somme, hein, c'était quelqu'un qui aimait bien de venir de temps en temps dans le vestiaire ou quoi, même si au fur et à mesure, lui aussi a acquis en expérience et il s'est rendu compte que c'était pas toujours la bonne approche. À la fin, il le demandait peut-être quand il devait venir ou quoi, donc ça devenait peut-être un peu de la stratégie également. Mais oui, bon, cette relation est importante à condition qu'on arrive à faire comprendre à tout le monde, parce que finalement, ça aussi, c'est important, le rôle de chacun. Chacun a quelque chose à apporter, justement, à cette équipe pour permettre de performer, tout simplement. Ok, là, il y a une question. S'il y a de vous deux, si vous voulez ajouter quelque chose à ce que Jova disait, n'hésitez pas. Hein. Oui, moi, je voulais peut-être... excusez-moi, je voulais un petit peu parler de mon expérience qui est un petit peu particulière et aussi un peu atypique. C'est que donc ici, j'entraîne donc avec mon mari à Liège Panthers et c'est un club qui n'existe pas depuis très très longtemps, mais qui à l'origine cette équipe-là venait de Sprimont. Donc, il y avait déjà un passé en Division 1, puisque Liège Panthers évolue en Division 1 féminine. Et quand on a créé le club, donc il y a 5 ans maintenant, on a les gens du comité. En fait, ce sont des gens qui ne viennent pas spécialement du sport, à part une personne, qui est un peu le manager. Et ces gens qui forment le comité, le président n'était pas du tout du basket, pas du tout. Et ils ont estimé que les décisions sportives appartenaient au staff sportif. Et je dois dire que c'est, en tant que coach, c'est vraiment très, très agréable. Et c'est, je crois, quelque part, une des clés du succès de notre club, c'est que ce n'est pas un président fantasme comme ça qui a un coup de cœur pour un joueur ou une joueuse qui voit quelque part et qui se dit je le prends, je la prends sans beaucoup de réflexion derrière ça, quoi. Donc, quand Jova parle que chacun doit avoir son rôle, oui, mais faut-il encore bien déterminer le rôle de chacun et qu'un président qui accepte de se dire bah oui, finalement c'est pas à moi à choisir le joueur. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui acceptent de faire un pas de côté pour laisser réellement le coach choisir tous ses joueurs, quoi. Voilà. Oui, merci pour la présentation. On parle des qualités cachées du coach avec vos expériences professionnelles à chacun. Réimaginez-vous, s'il vous plaît, au sortir de vos études, avec quel cours supplémentaire, avec quel cours académique auriez-vous voulu sortir à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a manqué au regard maintenant de vos histoires à chacun? Moi, je pense que ce qui m'a manqué le plus, et quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du temps, c'est tout ce qui concerne le relationnel avec les joueurs. Bon, effectivement, on apprend, quand on fait l'éducation physique, on apprend à gérer une classe, mais c'est pas encore pareil, parce qu'ici, je ne vais pas dire au niveau spécifiquement, mais à un moment donné, qu'on soit au niveau loisir ou qu'on soit au haut niveau, il y a toujours une part d'interaction avec les joueurs. Et si je prends le cas du préparateur physique, c'est pas encore la même chose qu'un coach par rapport aux joueurs. Je ne vais pas dire que c'est une position intermédiaire, mais quelque part, à certains moments, oui. On n'est pas le coach, on n'est pas leur copain non plus, mais on doit essayer de trouver un peu un juste milieu, une juste distance entre, ben voilà, je dois te justifier ce qu'on fait, je dois te pousser à l'effort à certains moments, mais à certains moments, on peut avoir un échange, on peut avoir une discussion, sans avoir spécialement parfois la crainte d'avoir un échange qui pourrait avoir impacté le temps de jeu, etc. Donc, il y a beaucoup de nuances à avoir par rapport à ça. Et ça, voilà, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu, ce n'est pas quelque chose que j'ai inné, ça c'est certain. C'est difficile à dire. Je ne pense pas que ce soit de la communication à certains moments, peut-être pour faire passer des messages, mais plus pour percevoir un petit peu parfois des messages cachés, peut-être une sensibilité, dire voilà, il me dit ça, qu'est-ce qu'il veut vraiment me dire par là, comment je dois réagir par rapport à ça. Les choses ne sont pas toujours explicites.
Et quelque part, est-ce que ce serait mieux? Je ne sais pas, mais à un moment donné, il y a des messages qu'on doit percevoir et il y a une manière de réagir par rapport à ce qu'un joueur essaye parfois de dire qui n'est pas toujours appropriée parce qu'on n'a pas toujours compris. Donc voilà, peut-être à ce niveau-là, est-ce qu'on se rapproche plus de la psycho? Difficile à dire, mais ce serait dans ce domaine-là en tout cas. Moi, je suis jeune depuis plus longtemps qu'Olivier. Et donc, voilà, moi, au départ, je suis institutrice primaire, puis je suis devenue directrice d'école. Donc, ça m'a enrichi pédagogiquement, mais quand on devient directeur d'école et qu'on doit manager ou coacher 50 adultes, 270 enfants, ben, ça remet les choses en place. Et ça apporte énormément pour coacher, mais je dirais que le coaching impacte aussi énormément le travail de quand on est directeur d'école. Et donc, pour répondre à votre question, donc moi, la richesse que je sens, enfin, que j'ai pu engranger tout au long de ma longue vie, c'est vraiment cette gestion émotionnelle que des jeunes ressentent et que j'arrive à beaucoup mieux cadrer aujourd'hui que quand j'avais 20 ans ou 30 ans, quoi. Parce que on a beau... Si, évidemment, que le fait d'étudier cette charge émotionnelle, enfin, tout ce qui concerne les émotions, évidemment, c'est important d'avoir des notions théoriques, mais le parcours de vie aide énormément aussi, quoi. Et ça, je veux dire, on a parlé d'expérience, on parle de vécu, ben ça, il faut quand même donner la chance aussi au temps d'apporter beaucoup de choses, quoi. Et on oublie souvent que on a parlé beaucoup de la préparation physique, on a parlé un petit peu de tout ce qui est technique, tactique, etc. Mais je pense que tout ce qui est émotionnel, on l'oublie énormément. Et en tout cas, dans moi qui est plus ma partie, le féminin sportif, c'est vraiment capital, quoi. Et rien que par l'observation, rien que par le body language des joueuses, du coach, puisque moi je suis assistant coach en D1, bien, parfois j'interviens vis-à-vis du coach numéro 1 parce qu'il est dans une attitude qui n'apporte plus rien et qu'il faut, le remettre à un niveau acceptable, quoi. Donc vraiment l'observation, je pense que c'est quelque chose qui est important quand on commence son cursus de coach, quoi. Mais je pense que ça veut dire l'expérience. Certainement, à 22 ans, on sort d'un cursus universitaire. Ben, si on doit se lancer... Moi, j'ai eu la chance de commencer à entraîner en division à 24 ans. C'est un parcours un peu rapide. Donc... Et peut-être qu'à ce moment-là, il me manquait certainement une notion d'expérience. Sinon, personnellement, si je réfléchis un peu comme ça, c'est vrai qu'on avait des cours super intéressants ici à l'université de Liège. Je pense, on parlait de planification d'entraînement, on parlait de... j'avais eu la chance de faire, j'utiliserai encore le terme mémoire, un mémoire de fin d'études, justement avec la relation entre l'entraîneur et les entraînés, par rapport à des joueurs étrangers qui étaient un peu les stars à ce moment-là, puisqu'on en avait que 2 par équipe, les joueurs qui faisaient un peu j'allais dire le 11e ou le 12e homme, mais à cette époque-là, c'était le 9e et le 10e, puisqu'on avait que 10 joueurs sur la feuille. Donc, un peu si les comportements. Donc, j'avais même eu la chance de pouvoir un peu avoir une réflexion là-dessus. Si je dois peut-être ajouter, et c'est vrai que ta remarque me paraît pertinente, c'est peut-être une approche au niveau communication pour rebondir sur ce que Fabienne disait, parce que c'est vrai... il y a toute la communication verbale qui peut être importante et je me suis rendu compte, moi, au fur et à mesure de ma carrière, à un moment donné, que le non-verbal, parce que surtout, à un moment donné, tout est interprété. Il faut savoir que quand vous faites un geste, peu importe celui-là, un joueur ou quoi, qui ne va pas nécessairement voir derrière, vous avez la compagne ou l'épouse du joueur ou le journaliste
qui va tout de suite en profiter pour venir en parler après. Donc ça prend des fois une ampleur. Et donc toute cette approche de communication est peut-être quelque chose qui je ne le percutais pas peut-être tout de suite à 23-24 ans quand j'ai commencé. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui. Il y a Anne. Les deux vont poser leurs questions. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions respectives. J'avais une petite question, après qui fait un peu lien avec la question précédente, puisque je ne sais pas si c'est à la sortie de l'université qu'on est apte ou formé pour, et puis je pense qu'il faut ajouter à ça les formations spécifiques PP ou spécifiques entraîneurs qui viennent en complément. Par contre, c'était un petit peu savoir quelle était votre posture par rapport justement à l'accueil des futurs entraîneurs qui sont en formation et qui cherchent parfois des milieux de stage auxquels ils n'ont pas accès parce que le haut niveau est fermé ou parce qu'on a peur de leur laisser la main justement avec les sportifs qui sont au niveau et puis qu'on n'a pas le droit à l'erreur et donc on n'a pas envie qu'ils fassent de conneries. Et donc voilà, c'était de voir un petit peu quelle était vous, votre posture par rapport à l'accueil comme ça des jeunes en formation qui viennent toquer à la porte pour engranger un peu de l'expérience comme ils peuvent. Mais moi personnellement, je suis vraiment à l'aise sur ce domaine-là, même si maintenant... la carrière est derrière moi, donc voilà, mais je n'ai jamais refusé à qui que ce soit de se présenter à assister à un entraînement, voire venir comme stagiaire. Tant qu'on me demandait de parler de basket, j'avais aucun problème. Donc voilà, parce que je pense que quelque part, on a un rôle à jouer. Je sais que souvent, le circuit se referme. Hein. Je me souviens d'anecdotes, ce n'était pas des entraîneurs formateurs, mais à l'époque, vous savez qu'en basket, les statistiques sont quelque chose d'important. Lié aux statistiques, il y a toute l'approche vidéo. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on avait notre propre vidéoman qui allait filmer les matchs. Et il y avait des entraîneurs qui refusaient systématiquement de se prêter les cassettes. C'était quelque chose d'incroyable, quoi. Alors que, bon... ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc, vous savez, quand vous montez un escalier, que vous laissez l'autre en bas, à un moment donné, vous redescendez l'escalier. Donc, ça peut avoir des fois des mauvaises. Donc, franchement, personnellement, moi, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Et s'il peut utiliser les bonnes choses et des fois me faire comprendre qu'il y a des mauvaises choses, je n'ai pas de souci non plus à ce niveau-là. Pour notre part aussi, le club est très ouvert à ça et c'est d'ailleurs un de nos objectifs, c'est de pousser nos joueuses à devenir des entraîneurs et je crois que parmi les joueuses qu'on a déjà eues dans les 5-6 dernières années, on en a 5 qui entraînent maintenant et qui suivent les formations et qui avancent bien dans leur formation. Et la porte est toujours ouverte et c'est avec grand plaisir qu'on accueille toujours tout qui veut venir et c'est vraiment un échange très important et très riche. À mon niveau, on n'a rien à cacher, d'accord, ça c'est sûr. Le problème, c'est que parfois, je me pose la question en accueillant des stagiaires, est-ce que je leur montre un bon exemple, peut-être pas personnellement, mais par rapport à ce qu'ils sont amenés à découvrir chez nous en ce moment. Donc voilà, la porte est toujours ouverte. C'est juste le bémol parfois de se dire, ok, est-ce que c'est enrichissant pour eux, tout simplement. Mais par rapport à d'autres structures, il y en a qui sont contents parce que quand ils essayent d'aller à droite à gauche, c'est sûr qu'ils n'arrivent pas à ouvrir les portes. Et il y a des structures qui sont très protectionnistes et ils veulent pas de stagiaires. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent garder leur secret, ça je ne sais pas, ou est-ce que ça les embête simplement parce qu'ils ont des gens dans le chemin, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous, les portes sont toujours ouvertes. Si je peux juste rebondir sur ce que Olivier disait, on parlait tantôt de crédibilité et puis on a parlé d'aller voir. Je crois que c'est souvent le problème du jeune qui vient en formation, qui vient en stage, c'est de lui faire comprendre et de lui faire passer certains messages. Hein, on parlait de prendre un entraînement à la rigueur ou un exercice, on le prend, on le met là. Vous savez, les exercices, ils sont tous bons, personnellement.
Des fois, ils doivent peut-être être adaptés, ça c'est une chose. Mais allez, je vais prendre un exemple tout simple. On donne un exercice, ben, souvent on passe du temps en tant qu'entraîneur à expliquer l'exercice. Je parle même chez les jeunes, c'est la même chose. On passe trop de temps à expliquer l'exercice, donc rester dans de la simplicité, mais par contre, corriger l'exécution technique de l'exercice, le geste technique, c'est ça qu'on doit passer beaucoup plus de temps, plutôt que de commencer à rentrer dans des exercices. Des fois, si je prends le basket, c'est première passe là-bas, 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 on fait 12 passes avant de tenter le tir, et finalement, les jeunes, ils font 3 fois l'exercice parce que vous avez voulu préparer l'entraînement, le minuter, tout ce qui peut être possible et inimaginable. Et là, à un moment donné, on se retrouve dans une situation. Donc, c'est tous ces messages-là. Moi, personnellement, quand j'aime bien d'avoir des stagiaires ou quoi, ou des gens qui viennent voir, c'est d'essayer de leur faire comprendre surtout ces messages-là, d'aller à l'essentiel et surtout d'analyser le pourquoi de cela. Moi, j'aurais voulu savoir, comme vous êtes tous les trois des anciens sportifs de haut niveau, ce que ça vous apporte, votre expérience personnelle en tant que sportif, dans l'entraînement. C'est une très très bonne question, cela, parce que on a des exemples dans toutes les disciplines sportives. Certains grands joueurs, bon, on peut parler de Zinedine Zidane, qui est tout sauf un entraîneur de foot, je vais me faire, mais qui est justement un coach qui a une approche justement avec ses joueurs fantastique et qui est apprécié, je pense, justement, de tous ces joueurs. Donc voilà, oui, ça peut servir, ça peut aider à un moment donné, ne fût-ce que pour montrer un geste, si je prends dans l'entraînement des jeunes ou quoi, un geste technique, ça peut être important. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une vérité. Je pense personnellement, moi, si je dois un peu analyser, j'ai eu la chance de jouer un tout petit peu en Division 1. Je n'étais pas une star du basket. J'étais déjà, je vais utiliser qu'on ne le prenne pas mal, j'avais, je pense, un haut QI basketball. Donc ça m'a permis d'analyser beaucoup de choses. Par contre, sur le terrain, en tant que joueur, j'étais très faible mentalement. J'étais le meilleur joueur à l'entraînement. Et le jour du match, surtout au niveau des tirs, des réalisations au panier, tout de suite, je me mettais une forte pression. Mais ça m'a permis d'avoir justement, grâce à cette expérience de joueur, peut-être négative en tant que joueur, m'a permis d'avoir justement l'approche utile et nécessaire par rapport aux joueurs. Et surtout que, bon, je prends toujours une expérience, mais rien que pour le tir, qui est une action quand même essentielle dans le basketball, je ne connais pas un joueur qui fasse exprès de rater un tir. Donc ça veut dire qu'il y a toutes des réflexions à avoir autour. Et peut-être que ça m'a permis d'avoir une approche un peu différente. Ça, oui, mais sinon, je veux dire qu'il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là. Moi, je pense que ça me permet de mettre vraiment du sens dans les entraînements qu'on peut dispenser, quoi. Parce que je crois que pour un joueur, il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre ce que l'entraîneur veut nous inculquer, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment toujours besoin qu'il y ait un sens à l'entraînement, de savoir, j'avais besoin de savoir ce qu'on allait y faire et pourquoi. Et je crois que ça, je l'ai gardé et que je le transmets quand on donne en entraînement, quoi. Je crois que c'est la chose là, qui me vient le plus, qui me saute le plus aux yeux pour le moment, pour répondre le mieux possible à ta question, quoi. C'est vraiment cette idée de donner du sens et aussi de faire passer le goût de l'effort. Parce que pour devenir un joueur de haut niveau, si on ne transmet pas ce goût de l'effort, on a beau être talentueux, on ne sera jamais au top, quoi. Donc, je crois que le fait d'avoir été une joueuse de haut niveau, j'ai dû acquérir ce goût de l'effort-là, et je pense que c'est quelque chose
que je comprends bien qu'il faut transmettre, en tout cas, qu'il faut essayer de transmettre parce que c'est quelque chose qui est difficile à transmettre. Voilà. Voilà, je sais que c'est frustrant, mais je crois qu'on peut applaudir nos interlocuteurs parce qu'il est prévu maintenant une petite pause café, qu'on va essayer de ne pas trop allonger. Et puis on terminera en beauté parce que vous allez avoir affaire aussi à 2 grands volleyeurs, 2 grands entraîneurs, donc Sacha Koulberg, Hugo Pelleron, qui seront interviewés par Marc Lous. Et puis voilà. Donc dans un quart d'heure, 20 minutes, nous sommes repartis à fond les manettes.